Bonjour à tous, je m'appelle Julien Pellabert et je suis négociateur professionnel. Mon métier est de former, d'accompagner, d'assister des entreprises ou organisations à la conduite de leurs négociations les plus sensibles et les plus complexes. Bienvenue dans Pourparler, le premier podcast de la négociation en France. Notre ambition est simple, vous donner des clés pour mieux négocier pour votre quotidien professionnel et personnel. Vous aimez notre podcast? N'oubliez pas de vous abonner. Toutes les 2 semaines, nous recevons un expert qui abordera une problématique et vous partagera ses astuces pour mieux négocier. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans Pourparler Paola Garçon. Salut Paola. Bonjour Julien. Comment est-ce que tu vas? Écoute, très bien. Et toi? Super. En pleine forme. Au taquet. Aujourd'hui, on va parler de négociation au féminin, vaste sujet. Mais avant qu'on puisse attaquer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Alors, je m'appelle Paola Garçon, je suis franco-colombienne et experte en négociation. Super. Ton parcours, très rapidement, comment t'en es arrivé là, qu'on puisse... Très rapidement, je commence ma carrière professionnelle en tant qu'économiste et puis suite à une expérience incroyable de la maternité, je fais le choix d'une reconversion professionnelle vers la négociation. Top. Et aujourd'hui, donc, tu as ton activité où tu fais du conseil, de l'assistance et de la formation conférence, c'est bien ça? Exactement. Super. Le thème qu'on a choisi, il est pas évident à traiter et il est intéressant en plus avec ton recul, c'est la négociation au féminin. Certaines études semblent montrer qu'il n'y a pas de différence, d'autres qu'il y a de la différence. Quand on parle de négociation au féminin, qu'est-ce que ça t'évoque toi inconsciemment? C'est quoi les premiers mots qui te viennent en tête là-dessus? Sur un sujet pareil, la première question qui moi me vient à l'esprit, c'est malgré tout quelque chose qu'on observe de façon empirique, en tout cas dans le milieu privé et professionnel en France, c'est pourquoi les femmes ont tendance à moins négocier que les hommes. D'accord. C'est notamment ce qu'on retrouve sur les écarts salariaux. Est-ce qu'ils sont dus à une plus faible propension à négocier, ou est-ce que c'est une injustice sociale de fait parce qu'on a moins de salaire aux femmes? Et en fait, je me suis longuement penchée sur cette question, que ce soit sur les femmes que j'ai pu accompagner dans la négociation salariale, dans des négociations complexes, ou que ce soit sur des interviews que j'ai menées auprès de femmes CEO qui ont effectué des levées de fonds. Donc là, on est dans de la négociation pure également. Il y a eu deux éléments en fait qui, a posteriori, après réflexion, sont venus être mis en avant. Il y a et alors, ce sont vraiment des hypothèses personnelles qui n'engagent. Alors ça, c'est encore plus intéressant parce que je trouve que cette notion d'opinion, elle est intéressante. Elle permet de creuser parce que la recherche a produit pas mal de choses intéressantes, mais très antinomiques. Tu vois, Là, pour le coup, sur ce sujet-là, on peut lire tout et son contraire. C'est ça. Donc, toi, qui a un vrai parcours très opérationnel, comment est-ce que tu le vis au quotidien et c'est quoi ton opinion sur ce sujet? Alors, les deux biais qui jouent à l'encontre des femmes que moi j'ai pu observer, il y a le premier qui est l'éducation. Et donc ça aussi, je suis maman d'une petite fille de 5 ans, donc très intéressée sur cet aspect psychologie infantile. Et en fait, quand on est, on dispose tous des mêmes métabolismes, des mêmes mécanismes, des mêmes hormones à l'intérieur. Et c'est le rapport en fait que l'enfant va développer avec ce qu'on appelle les hormones de danger, qui sont l'adrénaline et la cortisol. Et donc dans notre éducation, ayant une surprotection vers la fille, quand la fille va ressentir ça, on va lui dire tout de suite danger, non, n'y va pas, non, ne fais pas, non, ne prends pas ce risque. Là où le petit garçon, on va le stimuler, on va trouver qu'il est plus fort, qu'il est plus malin, qu'il est vif, qu'il est... Et donc, qu'est-ce que ça va apporter derrière? Plus tard, quand la femme va ressentir cette décharge d'adrénaline, dans son cerveau s'activera la notion de danger. Donc, au lieu d'aller de l'avant, je vais m'arrêter. Là où pour l'homme, il y a cette partie de je suis dans une situation de prise de risque, je vais y aller et je peux continuer parce que je sais que ce n'est pas un danger de mort. D'accord. Si je comprends ce que tu dis, c'est que la façon dont on va éduquer nos enfants, on va générer... je sais pas si le terme est approprié, mais une forme d'appétence à ces deux hormones qui sont la noradrénaline et le cortisol, qui font partie de la peur, comme tu as dit, ou du danger. Le garçon aura une notion de déjà vu et donc il n'aura pas de problème à venir s'y exposer et aller avoir un côté challengeant, alors que la fille, dans ce que je comprends ce que tu me dis, le fait de la surprotéger et donc de ne pas l'accoutumer à ce type d'hormones, ça va générer une résistance et un stress
et elle va tout faire, non pas pour s'y opposer, mais pour le fuir. Exactement. Exactement. Et donc il y a cet aspect-là. Donc quand je vais négocier, que je suis en situation de éventuel risque, éventuel conflit et peut-être même rejet, donc où j'ai tous mes triggers de cortisol et d'adrénaline qui vont être là, bah je vais forcément l'éviter parce que je ne saurais pas le gérer. Alors que l'homme, il sait qu'il doit surfer sur ça, qu'il n'est réellement pas, malgré tous les signaux internes de danger, il n'est pas réellement en danger de mort, et donc qu'il va pouvoir surfer dessous. Qu'il prend un risque, mais que ce risque peut payer ou pas, mais il n'y a pas de risque vital derrière. Et le deuxième aspect, la deuxième conclusion, en tout cas observation à laquelle je suis arrivée, c'est également cet aspect de séduction dans notre société. La personne qui séduit, donc je ne pense pas que dans toutes les sociétés du monde ce soit le cas, mais en tout cas le genre qui séduit est celui qui prend le risque. Et donc il doit observer, il doit prendre le risque et il doit aussi savoir encaisser le rejet. Et donc ça aussi, bah, on est encore une fois dans le rapport avec ces hormones-là de stress et de danger. Et donc dans notre société, étant les hommes également qui séduisent, les femmes partent encore plus avec ce désavantage de savoir comment gérer dans ce genre de situation, notamment le rejet, où on sait aujourd'hui, des études récentes ont montré toute la chimie interne qui se met en place de douleur réellement lorsque l'on vit des situations de rejet. Tout à fait. De toute façon, ça nous renvoie très archaïque. Enfin, la peur du rejet nous renvoie à une peur archaïque, qui est l'exclusion du groupe, notamment avec l'ocytocine qu'on va avoir, qui est l'hormone du lien social. Il y a 10 000 ans, c'était aller mourir. Être sorti d'un groupe, c'était une mort certaine, pour se retrouver seul dans la nature. Aujourd'hui, on l'a pas forcément. Et est-ce que tu pourrais préciser cette notion de séduction, parce que je suis pas sûr de la comprendre de la manière normée ou genrée. Est-ce que ça veut dire qu'un homme est plus est-ce que c'est lié à l'éducation? C'est lié à l'organisation sociale, en fait. C'est aux normes sociales. D'accord. Donc un homme qui séduit va, je perçois pas la subtilité dans ce que tu me dis, parce qu'il y a un truc qui m'échappe. Je suis désolé. En fait, le genre qui va séduire, peu importe si c'est un homme ou une femme, mais le genre qui va séduire doit accepter la prise de risque. C'est-à-dire que, en fait, quand je vais aller séduire, je vais devoir observer, devoir comprendre les besoins de l'autre, devoir savoir faire rêver l'autre pour lui donner envie d'être avec moi, et devoir accepter potentiellement le rejet parce que je sais que l'autre a la possibilité de me dire non. Et donc en fait, quand je suis coutumier de ça depuis mon plus jeune âge, parce que la séduction commence dès l'adolescence, parfois même avant, forcément, quand je suis dans des situations de négociation où je dois me valoriser, je vais savoir le faire de façon plus très clair. Voilà, plus facilement que si je ne l'ai jamais fait de ma vie en fait. Et c'est pour ça que j'utilise bien le mot genre et pas homme ou femme, parce que dans le cas où ce sont les femmes qui le font, elles sont également plus à l'aise dans ce genre de situation. D'accord. Mais de ce que je comprenais, c'est que tu me disais pourquoi les femmes négocient moins. Est-ce que ça veut dire qu'elles osent moins séduire que les hommes? Ou est-ce que c'est pas lié au genre? Si, c'est exactement le lien, en tout cas, que moi j'établis par l'observation. C'est-à-dire que le fait de moins séduire, ou voire même de ne pas séduire, impacte également la capacité à négocier derrière, parce que je suis en situation de prise de risque que je n'ai jamais expérimentée auparavant. Sans pour autant considérer que la négociation est une séduction. Ce sont deux choses différentes. Envie d'apprendre à mieux négocier pour améliorer votre futur professionnel et personnel? Rejoignez le premier et unique programme de formation à la négociation globale en France. Ce parcours réunit 12 des plus grands experts français de la négociation. Anciens chefs de la cellule de négociation du RAID, du GIGN, enseignants à Harvard, experts en psychologie et détection du mensonge, criminologues, préparateurs mental. Le parcours est certifiant, avec une certification reconnue par l'État et 100% éligible au compte personnel de formation. C'est-à-dire que c'est 0 € de reste à charge pour 99% de nos apprenants. Alors à tout de suite sur négociation-global.com. La séduction, en fait, elle vient comme une situation de prise de risque. Et du coup, quand on l'a déjà fait par le passé, on se sent plus familier et donc plus à l'aise. Donc, ce qui est en fait une situation de négociation. Et donc, si on a moins séduit ou on n'a pas eu cette expérimentation-là, forcément, ce sont des repères émotionnels qu'on a en moins lorsqu'on doit venir négocier. D'accord. Et vu que le sujet c'est négocier au féminin, toi de ton expérience, est-ce que tu as l'impression que les hommes sont plus dans un processus de séduction sociale que les femmes, ou inversement par rapport parce que moi de ma perception c'est pour le coup on est sur une notion d'égalité, en tout cas je me suis jamais posé la question de cette manière. Ça voudrait dire que les femmes sont pas moins avantagées ou plus désavantagées sur ce sujet, non? Qu'est-ce que tu entends par séduction sociale?
Séduction, ce rapport à l'autre, c'est le terme séduction que tu as utilisé. En fait, oui, c'est plus comment je vais venir créer le lien à l'autre, mais je suis d'accord avec toi. Je ne pense pas qu'il y ait des avantages ou des désavantages liés aux genres fondamentaux, mais que ce sont réellement des effets d'éducation et de normes sociales qu'on inculque et qu'on décide de suivre ou pas. Enfin, il y a aussi des femmes qui savent séduire, qui savent entreprendre, qui savent parler en public, que c'est pas une norme absolument rigide. Mais en tout cas, il y a un effet de masse qui, lui, ne peut pas être négligé. On avait fait un podcast sur ce sujet de négocier au féminin et la conclusion qui était arrivée était assez intéressante. J'aimerais voir dans quelle mesure tu penses qu'elle fait sens. Où on en revenait à cette notion d'éducation, hein, bien évidemment. Mais notre invité avait eu tendance à dire que les hommes, dès le plus jeune âge, ils étaient sur des activités qui favorisaient la compétition. Le résultat dans le foot, dans le sport, où on va chercher à gagner. Et la différence avec le sexe féminin, c'est qu'on avait des petites filles qui étaient pas forcément dans la performance, dans cette volonté de gagner, mais plus dans le beau. Où on va faire de la musique, on va faire de la danse, ce qui est un autre type de performance. Et qu'en fait, les petits garçons étaient plus dans cette volonté de gagner et dans les filles dans cette volonté de faire du beau, et que forcément dans l'âge adulte, ça a impacté ce rapport à l'autre dans le processus de négociation. Avec un qui est capable et qui est volontaire pour prendre des risques parce qu'il perçoit la négociation comme un combat et une volonté de l'emporter sur l'autre, et potentiellement la fille qui est dans cette volonté d'être beau, d'être aimé et du geste parfait. Dans quelle mesure tu trouves que ça peut faire sens sur le fait que ça impacte le développement des garçons ou des filles sur la négociation féminin? Alors, c'est super intéressant de prendre cet angle parce que, enfin voilà, c'est également les conclusions auxquelles moi je suis arrivée de cette influence de l'éducation et de comment ça impacte a posteriori le rapport à l'autre et le rapport à une situation de tension que j'appellerais, qu'est la négociation inévitablement, surtout quand j'arrive au tout début où je ne sais pas à quoi m'attendre. Après, pour moi, dans les deux cas, ça crée des biais. La seule différence, ça va être de celui qui va oser se lancer ou pas. C'est-à-dire que les situations de négociation, et je pense que tu seras largement d'accord avec moi, très viriles dans lesquelles on a aujourd'hui, dans des situations de compétition, ne vont pas venir augmenter la valeur que l'on va créer autour de la négociation. Et de l'autre côté, le côté très féminin, où je suis dans presque l'hyper-coopération, je ne sais pas diviser et prendre ma part et faire respecter quelque part mon territoire. Après, avoir des filles qui font plus d'éléments de compétition, il y aura aussi ce regard social, et c'est pour ça en fait que moi je prends en compte tout le contexte de l'éducation et de la société, de si la fille fait les compétitions et si elle a un caractère qui va être plutôt poussif, demandeur, plus dans la compétition, comment est-ce qu'elle va être jugée, tu vois? Et donc là, c'est comment j'interagis avec le regard qui est posé vis-à-vis de ce comportement qui ne va pas être dans la norme. Donc, enfin voilà, il y a plein de choses et d'éléments qui s'emboîtent sur ces difficultés-là, à comment je parviens à me défaire un schéma que j'ai hérité, que ce soit par mon éducation ou la société dans laquelle j'ai grandi. Très clair. Tout à l'heure, tu as dit que tu avais une fille, c'est ça? C'est vraiment intéressant. C'est quoi parce que de ce que je comprends, il y a deux façons de monter en compétence sur le thème de la négociation. Soit une fois qu'on est adulte, à travers de la formation, des lectures, ce qu'on s'apprête à faire nous au quotidien, c'est notre métier, mais de façon peut-être plus simple et plus efficace, c'est dès le plus jeune âge, c'est de travailler à faire comprendre à nos enfants une autre perception du monde et comment est-ce qu'on peut aller chercher un accord différemment. C'est quoi les conseils que tu t'appliques à toi pour éduquer ta fille, ou peut-être pas du tout, dans une volonté que demain elle puisse être capable de faire preuve d'assertivité, d'intelligence émotionnelle sur ce rapport à l'autre, ce type d'intelligence qui est pas toujours très valorisé dans l'école, quoi. Alors ces éléments-là, tu rentres dans mon intimité, cher Julien. Ces éléments-là. Sans-toi libre. Mais qu'est-ce que tu recommanderais à un parent qui a une fille de 5 ans, 10 ans et qui voudrait l'accompagner pour être capable d'avoir cette assertivité? En fait, il y a, en tout cas, les deux éléments qui me viennent en tête avec la question que tu me poses, c'est le premier qui, dans mon sens, va beaucoup de communication et de validation dans le partage et dans le ressenti des expériences qu'on peut vivre au quotidien. Dans mon cas, je suis maman également séparée. Et donc de tout l'aspect émotionnel que ça peut engendrer, c'est-à-dire je ne considère pas que mon enfant
n'a pas à savoir ça, ou ne va pas comprendre, ou je vais taire, ou je vais mentir, ou je vais cacher. Mais voilà, c'est accompagner dans ce qui est vécu et perçu. Et en fait, ça, c'est toute la partie de l'enrichissement de l'intelligence émotionnelle, parce que je valide ce qu'il perçoit, et donc ça fait des personnes beaucoup plus congruentes et moins dissonantes en tout cas. Ça veut dire que tu l'aides à mettre des mots sur les émotions qu'elle ressent et tu valides la bonne compréhension sur cet étiquetage émotionnel que tu fais. Exactement. Et je viens chercher en fait d'abord ce qu'elle a perçu pour ensuite pouvoir le nommer. Je ne vais pas lui mettre la charge de mon expérience à moi pour lui partager l'expérience. C'est vraiment toi, qu'est-ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as pensé, pour ensuite venir. Donc tu ne projettes pas. Tu viens faire vraiment preuve d'empathie. Exactement. Et le deuxième aspect, qui lui vise et rejoint l'aspect négociation dont tu me parlais dans ta question, c'est de l'observer et de voir quelles sont, elles, aujourd'hui, qu'elles représentent ces moments de stress ou de peur d'une petite fille de 5 ans, et la pousser. La pousser parfois toujours de façon bienveillante, mais parfois de façon douce, parfois de façon un peu plus poussive, pour qu'elle expérimente justement ces hormones-là, ces expériences-là, ces prises de risques-là, et que ce soit gravé quelque part de j'y suis allée, ma mère m'a poussée, j'ai survécu et ça s'est bien passé en fait. D'accord. Et après, comment tu ancres le fait qu'elle a réussi à se dépasser et elle ait cherché un succès pour que ça puisse peut-être la prochaine fois se représenter et lui dire regarde comment tu avais agi la dernière fois, regarde ce que tu avais ressenti et rentrer dans ce cercle vertueux. Sur ça en fait on va aller chercher le débrief de l'expérience en fait. Basiquement comment on fait en négociation, c'est-à-dire que je ne cherche pas le succès à tout prix, je cherche à la pousser et puis une fois que l'expérience est passée, on en reparle ensemble de comment on a abouti, qu'est-ce qui s'est passé, comment on l'a ressenti et comment on peut faire différemment la prochaine fois si c'est possible. Par exemple, elle a expérimenté une initiation aux échecs. Elle était entourée de plein d'enfants qui avaient fait des échecs au moins depuis 1 an, donc qui étaient beaucoup plus forts qu'elle. Elle jouait devant moi et évidemment, elle a perdu. Et donc, en fait, elle s'attendait à ce que je sois déçue ou que je lui dise ça va aller mieux. Et en fait, moi, ce que je veux valoriser, c'était le fait qu'elle aille jusqu'au bout de sa partie alors que l'autre était en train de lui manger ses pions en quelques minutes. Et donc, quand elle a fini, je lui ai dit mais je suis super fière de toi. Et elle m'a regardée avec des yeux mais super surprise. Elle m'a dit c'est vrai? Je lui ai dit mais oui, parce que t'es allée jusqu'au bout, en fait. T'as tenu. Oui, parce qu'elle a fait preuve d'adversité, elle n'a pas baissé les bras et de résilience. Exactement. D'accord, oui, donc c'est vraiment intéressant. Ça te permet d'aller chercher dans chaque expérience sur un recadrage de contexte les petits succès. En fait, en soi, le succès final ne lui appartient pas totalement. C'est l'expérience qu'on va en faire. Ouais. Ouais, et tu vois, pour rebondir un peu sur du coup, à revenir notre élément central de la négociation et donc aujourd'hui à un âge adulte, pour moi c'est important en fait, l'étape principale pour commencer à changer de ce processus-là dont on n'a pas été acteur, qu'on a subi tous à notre niveau sur tout un tas de domaines, mais là on se concentre sur la négociation, c'est d'abord de prendre conscience et surtout de prendre sa part de responsabilité. En fait, on a la chance aujourd'hui de savoir qu'on dispose d'une plasticité neuronale qui nous permet d'acquérir toutes les compétences que l'on souhaite jusqu'à même un âge très tardif. Donc, je prends conscience qu'en fait, je suis dans un mode de fonctionnement qui me limite. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Donc, je prends ma part de responsabilité. Qu'est-ce que je fais pour changer ce schéma-là? Comment je change mon rapport à la négociation? D'accord. Et c'est pour un auditeur, mais plus particulièrement une auditrice qui nous écoute, qui, grâce à un podcast comme celui-là, prend conscience ou connaissance qu'il y a peut-être d'autres façons de faire, ça serait quoi les 3 conseils ou les 3 recommandations que tu pourrais lui donner pour maintenant prendre sa part de responsabilité et devenir une meilleure négociatrice? Ça serait quoi les trois fondamentaux par lesquels il faut commencer? Je te dirais, il y a 3-4 étapes à garder en tête. Le premier, c'est en fait, on se lance. C'est-à-dire que d'abord, on prend rendez-vous pour la demande d'augmentation salariale, pour la promotion, pour peu importe. C'est-à-dire qu'on passe réellement directement à l'action. Et ensuite, en fait, je vais venir me préparer. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'improvisation. D'accord. Et tant que je considère en fait que c'est un truc qui est inné ou pas, je vais continuer à me mettre en difficulté. Là où aujourd'hui, quand on écoute ton podcast ou quand on suit ce que moi je fais sur LinkedIn, on sait que dans la négociation, beaucoup tient à la préparation. Donc, une fois que je le prépare, je prends un peu plus conscience de mes capacités, mes forces, mes faiblesses, ou quels sont les axes sur lesquels je peux agir. Mais si je ne sais pas, je suis tout seul. Jusqu'à présent, je pensais que la négociation, c'était
il y avait un côté artistique. Je découvre que c'est une discipline, je découvre qu'il y a des fondamentaux, je découvre qu'il y a des gens qui en travaillent. Maintenant, on me dit de se préparer. Si je pars feuille blanche, moi généralement, tu vois, j'accompagne. Je pense que tu vas avoir la même chose que moi. Hein. Quand j'accompagne des gens qui se préparent, ils font une colonne plus moins, avantages inconvénients, et paradoxalement, ça les amène directement dans une guerre de position. Quel conseil que tu leur donnerais à ces gens-là pour se préparer sans avoir à passer forcément par l'étape, lire 200 pages d'un livre ou faire un call avec un négociateur professionnel? Bah pour cette partie de la préparation, pour moi, il n'y a pas de secret. C'est-à-dire que si on sait que c'est dans une situation où, je sais pas, je suis en train de négocier un contrat d'expatriation, alors qu'il y a énormément de choses qui sont en jeu, y compris ma famille, je peux pas, tu vas juste te donner 3 points qui vont résumer de comment préparer ma négociation de façon furtive, tu vois. Enfin, pour moi, c'est vraiment une discipline à part entière. On doit prendre le temps. Et cette préparation, bah, on s'entoure ou on trouve les moyens, en fait, qui sont à notre portée, pour la faire de la façon la plus optimale. Et en fait, dans cette préparation, l'élément qui va être le plus, je pense, l'élément clé va être en fait de valider son ressenti et de le nommer. C'est-à-dire que on est dans une société où particulièrement la culture française, on est dans le rapport dominant, dans celui qui va être le plus brillant, l'ajout verbal, l'échange, et donc du coup on aura du mal à se dire, mais en fait, je commence par le simple fait de dire j'ai peur. Et ensuite dire où est-ce que se situe ma peur et comment se matérialise cette peur dans mon corps. Est-ce que c'est dans les bras? Est-ce que c'est dans le ventre? Est-ce que c'est ma respiration? Et une fois que j'ai nommé ça, je me suis auto-validée. Je peux maintenant aller de l'avant et dire comment est-ce que je prépare la suite de la négociation. Et là, en fait, je valide ma partie émotionnelle, ma partie limbique pour pouvoir récupérer mon cortex préfrontal et réfléchir de façon stratégique, dire ok, maintenant quelles sont les étapes d'après? Et là, je m'entoure, je vais voir Julien, je contacte Paula, je vais voir ce qu'il y a sur le marché pour préparer cette négociation au mieux. Et en fait, la préparation ne va pas enlever le danger et ne va pas enlever ces sensations de peur et de stress que j'aurai dans la situation. Et là, je pense que c'est le conseil le plus simple, mais clairement le plus sous-estimé de la Terre, c'est que dans ces moments de tension où je sais, et donc je précise bien, où je sais que je ne suis pas en situation de danger, la respiration reste l'élément le plus clé. Parce qu'en fait, il y a une hiérarchie dans nos organes et les signaux qui sont envoyés au cerveau. Et les poumons restent la priorité number one pour notre cerveau. Donc, si je suis en situation de stress avec toutes ces hormones, mais je prends le temps de respirer lentement, je suis en train de parler le langage du corps et je suis en train de dire non, mais je peux gérer en fait. Cette situation, elle est beaucoup plus à portée de main que je ne le pense. Et là, je récupère accès à toutes les choses que j'avais préparées. Ouais, tu réoxygènes ton cerveau et un peu moins les muscles. T'as pas besoin de partir, t'as pas besoin de te battre, et t'as surtout besoin de réfléchir. Donc c'est intéressant de voir ça. C'est-à-dire que tu vas, même dans ta préparation, tu vas t'obliger à penser potentiellement à cette étape. Si demain je perds le contrôle et que je suis pas en situation de danger, n'oublie pas de respirer. Bien sûr, exactement. C'est quelque chose qui doit être totalement intégré. L'autre aspect qui fait souvent peur, en tout cas dont mes clientes moi m'ont parlé, c'est l'aspect, mais il va voir que je suis stressée. Et donc de vouloir garder cette poker face. Et très souvent, l'élément pour lequel le conseil que moi je donne pour couper un peu contact dans une situation qui serait trop intense émotionnellement, c'est simplement de prendre des notes. Parce que dans la prise de notes, je m'extrais de la situation et je suis avec mon cahier, avec mon stylo, avec mon rapport. Je peux me refermer un minimum dans ma bulle et je suis pas obligée de rester là en contact avec l'autre dans une situation qui me met pas forcément à mon avantage. Ouais, c'est intéressant. En plus, quand tu prends des notes, généralement, c'est que ton cerveau il va beaucoup plus vite que ta main, bien évidemment. Le fait de prendre des notes te laisse le temps de réfléchir à ce que potentiellement tu pourrais dire. Donc c'est vertueux à plus d'un titre. Prise de notes écrit ou sur PC? Moi, je conseille écrit, clairement, toujours. Il y a vraiment le mouvement de la main qui me relie au cerveau, qui me laisse le temps de respirer, de réorganiser mes idées. Et où je suis pas forcément obligée, alors c'est presque un conseil de anti-négociation que je dis, mais dans les moments de stress émotionnel, c'est des moments où je ne suis plus obligée d'écouter l'autre parce que j'ai besoin de me recentrer sur moi. J'ai eu la chance sur une préparation d'un TEDx d'avoir un pilote de chasse qui m'avait expliqué comment est-ce qu'ils géraient leur stress eux, et je trouvais l'idée vraiment bonne en fait. C'est que dès qu'ils bougent quelque chose, ça a un impact sur l'avion forcément, parce que c'est des machines qui sont improbables, et le seul truc qui peut bouger et qui a aucun impact, c'est les doigts de pied. Et en fait, il expliquait que le fait de bouger les doigts de pied,
permettait d'évacuer le stress sans avoir un impact sur l'avion. Et je trouve que cette idée effectivement de prendre des notes à la main, d'une certaine, sans avoir forcément des tics avec un stylo, quelque chose comme ça, mais ça peut être le cas pour certains, qui va nous permettre de sortir cette notion de stress. Mais le fait de prendre des notes permet de canaliser cette sortie de stress émotionnel. Oui, clairement. Tu vois ce que je veux dire ? Puis si je peux donner un conseil supplémentaire pour les binationaux ou biculturels, ou en tout cas qui parlent plusieurs langues, se forcer à prendre les notes dans une autre langue que celle qu'on est en train de parler fait clairement switcher le cerveau. C'est-à-dire que je me ressors vraiment de l'émotion que je suis en train de vivre parce que je ne fais pas appel aux mêmes zones du cerveau. Ah oui, forcément. C'est extrêmement intéressant ça. Toi, tu prends tes notes, donc non pas en français. Je prends les notes en maternelle. espagnol, mais par exemple, quand je vais être dans des négociations qui sont très intenses émotionnellement, et Dieu sait si j'en ai eu, les prises de notes en espagnol, bon, en fait, je n'ai plus à chercher à redescendre, mais je suis simplement, voilà, quelque part dans une autre partie de moi, dans une autre pièce de la maison. Ah, super. Top. Donc, ouais, c'est 4 conseils pour mieux appréhender cette négociation, avoir l'intention d'y aller, se lancer, se préparer. Tu m'as dit respirer en cas de stress intense pour rationaliser un petit peu cette notion de stress et prendre des notes pour ne pas garder cette notion de... Et l'élément que tu oublies avant de respirer, qui va dans la préparation, de valider le ressenti et le nommer. Et ça, c'est très, très important. Ça, on le tient de la communication non violente. Et c'est d'ailleurs un très beau livre de Marshall Rosenberg, les ressources insoupçonnées de nos colères. Et donc, comment, en fait, quand je me reconnecte, je ne suis plus l'émotion, du verbe suivre, je ne suis plus l'émotion, mais je me reconnecte à ce que mon corps est en train d'expérimenter. Et donc, je reprends un peu plus de contrôle. Tu fais preuve d'empathie envers soi-même. Ouais, c'est génial. Mais ça, d'une certaine manière, que je sois un homme ou une femme, c'est totalement applicable. Exactement, c'est pour ça que je te parle depuis le début de la conversation de l'éducation. En fait, je ne pense pas qu'il y ait une difficulté, une hormone ou un gène féminin qui nous empêche ou nous rende la négociation plus difficile pour nous. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'acquis et de culturel. Et les difficultés que quelqu'un peut rencontrer à la négociation, parce que difficulté de parler en public, de se mettre en danger ou des choses comme ça, ne vont pas être liées au genre, mais clairement à la sensibilité ou la personnalité, que ce soit homme ou femme. Non, mais c'est génial parce que ça veut dire que, en fait, il y a pas de négociation au masculin ou de négociation au féminin. C'est qu'on est tous capables exactement de la même chose. C'est quelles sont les croyances qu'on va s'imposer et qui vont nous limiter ou qui vont faire qu'on va se sortir de cette zone de confort. Maintenant, si demain je suis une femme et je me retrouve, parce que ça existe malheureusement, sur un individu qui pense que le pouvoir en négociation il est lié à ses chromosomes, alors que ça n'a strictement rien à voir. Je suis face à un homme qui peut avoir un comportement macho ou désagréable ou pédant du fait que je sois une femme, bien évidemment, pas autre chose. Quel est le conseil que tu donnerais à ces femmes qui pour le coup subissent un comportement qui est inapproprié, mais qui pour une croyance de l'individu pense qu'il va permettre d'obtenir plus de concessions avec moins de contrepartie sur du court terme, on comprend bien, mais quels sont les conseils que tu donnerais à ces femmes qui se retrouvent dans cette situation? Alors le premier élément, c'est vraiment de se poser la question de quel est l'enjeu. En fait, c'est est-ce que c'est indispensable et fondamental que je sois là ou pas, parce que on sait que ça crée un biais dans la négociation. Si je suis dans une négociation diplomatique avec un pays dans lequel on est en crise ou sur le point d'avoir une guerre, bon, c'est pas indispensable que je sois là. En fait, il y a un enjeu majeur qui est bien plus important que mon genre. En fait, ce qui va être important, c'est de trouver une solution, pas qui va être en train de négocier. Par contre, si je suis, je sais pas, dans une négociation, je suis acheteur pour X ou Y entreprise et que j'ai juste un comportement de cette façon parce que c'est une stratégie de négociation pas très réfléchie, voilà, le plus important à garder en tête, c'est qu'en fait, la personne projette son monde et ce sont ses perceptions et son mode de fonctionnement. Ça ne dit absolument rien sur elle. Et donc, c'est savoir être à l'aise. Et donc, on revient là toujours à notre vécu et à quoi ça nous renvoie. Mais être à l'aise avec cette notion de conflit. En fait, l'autre, il veut rentrer en conflit, mais moi, quel est mon rapport avec mon conflit? Est-ce que je suis une Paula Garçon franco-colombienne qui, dès qu'il y a du conflit, elle fonce dedans? Ou est-ce que je suis quelqu'un qui est totalement intimidé, tétanisé et qui va l'éviter à tout prix?
Et dans quel cas, ce sont des biais qui vont jouer pour ou contre moi dans la situation. Mais ça ne dit rien sur moi. Le comportement de l'autre dit tout sur l'autre, pas sur moi. Et donc, c'est rester centré sur ça. Je ne suis pas en situation de danger physique, de danger vital. Et donc, c'est observer parce que c'est une posture et à un moment, il y aura forcément des ouvertures. Et à mon sens, dans ce genre de situation, la femme est plus en position de force qu'autre chose. Si elle est capable de prendre le recul, de laisser la personne faire du bruit, il y aura à un moment des ouvertures dans la négociation qui vont être beaucoup plus faciles parce que cette posture, il ne pourra pas la garder tout le temps, en toutes circonstances, sur tous les sujets. D'accord. Il va y avoir un côté épuisant ou un côté où, à un moment donné, ce que j'entends, il pourra commettre des erreurs dans son processus de négociation, alors que si moi, je suis dans une posture de sérénité et d'ouverture à ce qui se passe, même si je ne le tolère pas, parce que négocier, ça ne veut pas dire être d'accord forcément avec l'autre, hein, c'est pas céder, ça m'ouvre un champ possible qui est plus large. Top. De toute façon, c'est peut-être aussi se poser la question de pourquoi est-ce qu'il a un comportement comme ça. Est-ce que c'est pour masquer une faiblesse dans son processus de négociation et qu'il est obligé de recourir à cette notion de pouvoir ou quelqu'un qui a forcément du pouvoir, est-ce qu'il agirait comme ça? J'en suis pas persuadé. Et on peut avoir, les variables qui vont derrière sont souvent, celles qui vont permettre de définir les stratégies d'ancrage également, qui vont être quelle est l'information dont il dispose, quel est son plan B s'il en a ou s'il en a pas, et puis quel est le temps dont il dispose également. Peut-être que, sur ces 3 variables, il va chercher à tout prix à jouer parce qu'il y en a une des 3 qui est plus urgente, ou même les 3, et va essayer de les cacher en faisant du bruit ou en essayant de nous distraire d'une autre façon. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux, toi, de ton expérience, parce que j'imagine, mais si je me trompe, tu me le dis, que tu as forcément été confronté à ce type de situation, quelle que soit la négociation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Est-ce que ça fait sens de nommer à ce moment-là l'émotion ressentie? Tout à l'heure, tu parlais de Rosenberg, de travailler sur cette communication non violente à travers l'observation, les sentiments, les besoins, les demandes. Donc, ce que Uri et Fischer parlent de conversation circonstancielle, émotionnelle, identitaire. Est-ce que ça fait sens de mettre des mots dessus et de demander à l'autre d'arrêter, mais potentiellement de créer chez lui la faille pour qu'il voit que ça nous gêne et qu'il continue? Comment est-ce que tu le gères, toi, de façon pragmatique, à partir du moment où tu n'acceptes plus d'avoir ce rapport à l'autre? Moi, j'observe, en fait. Je suis plus dans l'observation parce que tout le monde n'accepte pas forcément de créer des ponts. Et ça peut, effectivement, comme tu l'as dit, jouer à notre rencontre. C'est-à-dire qu'il décèle qu'il y a quelque chose qui nous dérange ou qui nous met mal à l'aise. Et donc, en fait, dans ces cas-là, il faut surtout accepter que la négociation va prendre plus de temps que prévu. C'est-à-dire que si on gère sa charge émotionnelle, finalement l'autre, on va devoir respecter son rythme. Si l'enjeu fait que on est amené à négocier tous les deux et qu'on peut pas changer de négociateur, il faut lui laisser le temps pour qu'à un moment il redescende de sa parade. Moi, j'ai tendance souvent à comparer à ce que font les animaux, à ce qui redescend de sa parade pour pouvoir à un moment trouver une fréquence, un canal de communication, même si c'est pas celui que j'aurais naturellement adopté. Mais en tout cas, le rejet, la violence, la colère ne sera pas le mien. Donc j'attends qu'il y en ait un qui soit plus accessible pour l'échange. D'accord. Donc de ce que j'entends, c'est que tu te dis que ton process de ventilation des émotions, il va juste être un peu plus chronophage pour toi, mais que ça changera pas ta ligne de conduite. Tu resteras dans cette position d'écoute et d'accueil, même si t'es pas d'accord. Et à un moment donné, il sera obligé de. C'est ça, parce que on n'oublie pas que quand on est deux autour d'une table de négociation, je suis surtout l'autre a autant d'intérêt que moi que d'être là. Donc à un moment, il se rappellera de cet intérêt, inévitablement. Ah, tout à fait. Oui, là, il va forcément chercher. Oui, il y a pas de don gratuit. S'il est là, c'est forcément qu'il attend quelque chose de l'issue de la négociation. Sinon, il n'investirait pas son temps clairement là-dessus. Oui, je suis entièrement d'accord. Très intéressant. En termes de lecture, parce que c'est quelque chose que nous on n'a jamais abordé sur ce podcast, est-ce qu'il y a des livres que tu recommanderais pour plus les femmes qui voudraient prendre conscience de tout le potentiel qu'elles ont en négociation, si aujourd'hui c'est pas le cas encore pour elles? Est-ce qu'il y a des livres pour toi qui ont été intéressants sur ce type de sujet qu'est la négociation? Alors il y a plein de livres formateurs, et en tout cas que j'ai trouvé très intéressants. Après, est-ce que je les conseillerais uniquement aux femmes? Non. Enfin, voilà, pour moi, c'est vraiment beaucoup plus large et beaucoup plus ample.
je pense que tu en as déjà parlé dans ton podcast, mais effectivement, le livre Négo d'Éric Blondeau, je l'ai trouvé très intéressant parce que très structuré, très dense et rempli de matière. Il y a un autre livre que j'ai beaucoup aimé parce que justement sur cet aspect-là, on revient sur l'aspect peur et qui n'a aucun genre. Alors je ne sais plus la traduction en français, mais je crois que c'est Comment négocier avec le diable de Moonkin de Harvard. Oui, c'est voilà, c'est Bargaining with Devil, Devil, et je l'ai trouvé passionnant parce que voilà, on est sur des vraies situations de difficulté et en fait que ce soit hommes et femmes, c'est les gérer en fait qui est important avec une très forte charge émotionnelle et avec des enjeux extrêmement importants derrière. Et après, ce sont pas forcément des livres de négociation, mais moi j'aime bien les mélanges des genres. Il y a un de mes livres préférés qui est La princesse de Clèves, où en fait c'est les négociations, mais quelque part indirect à la cour, de tout comment ça se passait derrière, les mariages, les alliances, toutes ces choses-là. Et puis également la biographie de Catherine de Médicis, qui a énormément négocié dans ces périodes de guerre et de paix constante et totalement instable dans cette période de l'histoire de France. Ah, incroyable. Et génial. Qui devait d'ailleurs, c'est d'ailleurs un exemple que je reprends souvent quand je parle de l'influence des parties prenantes, donc ceux qui sont pas à la table des négociations, et à quel point elle avait besoin systématiquement d'intégrer la variable Diane de Poitiers dans les conseils qu'elle donnait au roi, parce qu'elle savait très bien qu'elle n'était pas décideur, mais que c'était l'une des personnes les plus influentes à la cour, et notamment auprès du roi. Ah, ouais. Elle avait déjà cette notion de sociogramme avant même qu'on parle de sociogramme dans une organisation. Ah, incroyable. Alors j'ai pas du tout lu ce livre. Un sujet de négo que tu as retenu de cette biographie où tu dis ça c'est fort. Sur lequel des trois dont je t'ai parlé? Sur la biographie de Médicis. Sur Médicis, je dirais non, il y en a plusieurs, c'est difficile à choisir. Moi, ce que je garde en tête, c'est cette volonté, cette intention de toujours préserver la paix. Et en fait, ne jamais la considérer comme acquise, et puis être toujours dans cette recherche et dans cette compréhension des parties pour les aligner sur cet intérêt majeur, ou en tout cas plus grand, qui était la paix. Ah, top. Passionnant. Est-ce que on arrive sur la fin du podcast, mais j'aimerais bien te demander le verre à moitié vide du sujet. C'est quoi les erreurs qu'on pourrait faire pour toi, qui accompagne des femmes qui vont négocier? C'est quoi les 2-3 erreurs que tu retrouves en négociation de ces femmes qui se sont pas préparées peut-être suffisamment en amont? Quelles sont les 2-3 erreurs qui arrivent régulièrement sur cette négociation, peut-être genrée? Alors, je te parlerai. L'erreur que moi je vois le plus, de façon la plus récurrente, c'est vraiment cet aspect passif-agressif. Et donc, je vais me taire, je vais rien dire, je vais accepter la dose de travail, je vais continuer, je vais le faire, jusqu'à ce que je me rende compte en fait que j'accepte une charge de travail qui est trop importante, ou en tout cas la rémunération n'est pas proportionnelle à. Et donc, dans ma façon de négocier, dans ma façon de demander, je vais considérer que ça m'est dû. Et donc voilà, là je passe d'un côté très passif, très pas du tout demandeur, où je suis en suradaptation, à un esprit presque agressif. Parce que, et on retrouve de nouveau cette explication des hormones, je suis en train de vivre quelque chose de désagréable, donc je sors un peu de mon centre, je suis décentrée, désalignée, et du coup là j'ai la charge émotionnelle, tout mon limbique qui est réactivé, de la colère, la frustration, la non-reconnaissance et tous ces éléments-là. Donc voilà, s'il y a un élément récurrent que je vois, c'est celui-là, et c'est à éviter en fait, parce que donc c'est d'attendre trop longtemps et de ne pas oser négocier plus tôt, c'est bien ça? Et puis il y a le deuxième, si j'ai pas négocié, en fait, c'est ma part de responsabilité. Donc quand je décide de le faire, je ne peux pas attendre à ce que l'autre soit au courant de tout ce que j'ai accepté d'encaisser. Ce que j'ai accepté d'encaisser est mon choix. Maintenant, c'est comment je fais pour le tourner et le faire valoriser, ou en tout cas que l'autre soit en mesure de l'entendre, pour qu'il y ait compensation qui soit acceptée et mise en place. Et donc du coup, je ne suis plus dans la revendication et dans la demande. Très clair. Oui. De toute façon, qui ne demande rien n'a rien, et c'est encore plus vrai en négociation. Si tu demandes pas, tu peux pas espérer que l'autre comprenne ta demande. Alors, il y a un biais, si tu veux aussi, que j'ai constaté en entreprise, c'est que tu as le biais de projection qui joue d'homme à homme. Et donc, il y a effectivement des hommes qui ne négocient pas d'augmentation et qui vont malgré tout avoir des augmentations.
Parce que voilà, la personne, le N+1 va se projeter et cette projection n'aura pas forcément lieu si en face c'est une femme. Et donc voilà, il y a aussi un sentiment d'injustice qui peut se créer à postes égaux où il y aura des augmentations qui sont octroyées sans demande ou avec des demandes plus subtiles, là où si la femme ne demande pas, ce ne sera pas forcément octroyé. Ah, intéressant. Intéressant. Et si ton manager est une femme, est-ce qu'elle va faire preuve davantage d'empathie? Alors pas forcément. De projection? Pas forcément, parce que il y a également ce biais de souvent, en tout cas, et j'espère que ça va changer très prochainement, en tout cas de plus en plus, les femmes qui arrivaient à des postes de direction, c'était des femmes qui allaient se comporter et adopter le mindset très masculin. Moi, je suis assez d'accord. On parle d'hétérostéréotypes, elles vont adopter les comportements d'une autre caste en pensant réussir. Ouais, complètement. Je suis très d'accord là-dessus. Et ça en fait des fois des managers assez difficiles. Exactement. Donc du coup là, l'effet de projection il ne fonctionne pas non plus. C'était d'ailleurs une étude qui avait été menée dans le cadre de femmes qui levaient de fonds aux États-Unis par Dana Kenzie. Et justement, le fait que les femmes il y ait plus de femmes VC ne changeait rien en fait que plus de fonds soient octroyés aux startups fondées par des femmes, par exemple. Oui. Intéressant. Top. On arrive sur la fin de l'épisode, Paola. C'est vraiment passionnant. J'aime beaucoup ta perception des choses. C'est intéressant. J'ai l'habitude de poser toujours la même question à mes invités. Si la Paola d'aujourd'hui devait rencontrer la Paola d'il y a 20 ans, quel est le conseil que tu lui donnerais à cette Paola? Je dirais tout ce que tu perçois est vrai. Tout ce que tu perçois est vrai. D'accord. Ça veut dire s'en remettre davantage à ses différents sens, à son intuition. C'est un rôle très important et primordial dans ma vie. Donc il y a ce qu'on observe et puis il y a ce qu'on perçoit. Et puis il y a l'incapacité de gens autour d'être alignés ou d'être congrès. Super, un grand merci Paola, c'est très clair. Merci beaucoup pour ta participation dans ce podcast. Merci pour ton invitation Julien. Et pour mot de la fin, je résumerai par le fait de dire qu'effectivement je te rejoins sur le fait qu'il n'y a pas de négociation au féminin, enfin qu'il n'y a pas de caractéristiques propres. Il n'empêche pas qu'il y a des vraies difficultés créées par notre organisation sociale et dont il faut prendre sa part de responsabilité pour savoir les surmonter. C'est génial, ça veut dire que si on est en capacité de changer cette organisation sociale ou l'éducation qu'on va donner à nos enfants, garçons ou filles, forcément ça influencera le comportement des futurs négociateurs, négociatrices qu'on rencontrera. Et il y a ce qu'on fait effectivement pour les générations futures qui se joue dès aujourd'hui, mais il y a aussi ce que nous on décide de ne pas reproduire comme schéma nous-mêmes et de mettre fin et de se frotter à justement toutes ces moments de difficulté pour mieux les préparer et puis changer dès aujourd'hui en fait. Il ne faut pas attendre 20 ans. Très clair, passionnant. Un grand merci Paola. Merci Julien. Merci à vous d'avoir écouté Pour Parler, le podcast de la négociation. Toutes les 2 semaines, je reçois un expert, donc abonnez-vous, likez le podcast, ça vous permettra de vous tenir au courant des futurs épisodes. Merci à tous et je vous dis à dans 2 semaines dans un nouvel épisode de Pour Parler.